Bonsoir tout le monde, bonsoir encore une fois dans dans notre nouvelle culture, nos nouveaux webinaires que nous lançons depuis quelques temps. Ce soir, il est pour moi très exceptionnel. D'abord parce qu'il est à un bon pourcentage féminin, et deuxièmement parce que nous avons avec nous un grand ami du Maroc déjà, la parler en français, pour comme ça tout le monde va comprendre. Donc nous sommes très contents de recevoir ces panélistes. Nous avons avec nous Madame Aïcha Milono Yanis, qui est membre du patronat ivoirien et qui est cadrant responsable RH en Côte d'Ivoire. Nous avons ici avec nous Madame Madame Rebecca, qui est aussi responsable ressources humaines. Et nous avons finalement avec nous Madame Farou Madram, qui est membre de l'Association sénégalaise des ressources humaines. Et pour finir en beauté, Madame Boudrihem, qui est notre partenaire aussi de choix pour cet événement, présidente de l'AGF du Sud, elle a le dos dur, contrat des leaders de l'intérim au Maroc, et présidente, comme je l'ai dit bien, de l'AGF Sud. Donc, un bon cocktail féminin ce soir, et bien sûr avec Stéphane, que je dis aussi bonsoir, Monsieur Stéphane. Donc, pour commencer, déjà une petite introduction. Notre sujet intitulé aujourd'hui la gestion des ressources humaines en Afrique entre processus sociaux et réalité organisationnelle. Aujourd'hui, le panafricanisme s'impose non seulement comme choix, mais comme une espèce d'obligation. Aujourd'hui, on doit travailler dans le territoire, mais on doit aussi travailler avec les institutions qui mobilisent beaucoup de ressources humaines et beaucoup d'idées et beaucoup aussi de ressources financières dans le continent pour essayer de travailler ensemble la main dans la main pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, l'Afrique se veut d'ici 50 ans continent leader mondial en termes de croissance économique, et tous les partenaires sont là et ils disent que l'Afrique a toujours été lésée. Tous les problèmes qui sont passés par le monde n'ont pas permis à l'Afrique de bénéficier positivement. Aujourd'hui, nous vivons une crise Covid-19, c'est pas nécessairement notre sujet. J'espère que l'Afrique, elle va en profiter. En tout cas, nous profitons bien, puisque nous arrivons à rassembler une belle brochette de compétences depuis un bon moment. Et voilà, donc ce soir, nous lançons un débat à mon sens, qui est très fructueux. Quelle place pour la GRH dans la crise ou post-crise? Qu'est-ce que la GRH pour les pays africains aujourd'hui, les institutions africaines? Alors, pour commencer, on va briser la glace et on va la briser avec Stéphane. Alors, Stéphane, est-ce qu'on peut parler de révolution GRH après cette crise mondiale? Et quel rôle joueraient les institutions publiques, politiques, NGO dans un peu le saut de mouton, le rebond sur la crise? Et comment permettraient ces stakeholders, ces parties prenantes à mettre en œuvre des efforts et à aider l'Afrique à être donc au top d'ici 50 ans? Allez-y, monsieur D'accord, Stéphane. merci. Saluer aussi les autres experts. Je suis très content de voir aussi des experts, mais disons 20 ans de ma carrière professionnelle et j'étais très fier de voir mes amis de l'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, etc. Donc, merci de m'inviter. Et bien sûr, Madame Mouna, des salutations de Rabat. La GEF est un des partenaires traditionnels historiques de la Fondation Konrad Adenauer, une organisation allemande qui est dans plus de 20 pays en Afrique, y compris le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et bien sûr, moi, je suis ici au Maroc. Monsieur Amin, merci pour la question. Donc, bien sûr, la crise Corona a vraiment changé la situation et aussi les conditions tous les aspects de vie, l'économie, la politique, les aspects sociaux, familiales, tous. Donc,
maintenant, dans les pays, et moi je parle de la situation en Allemagne, en Europe, mais ici au Maroc, nous avons vu que beaucoup de pays n'étaient pas bien préparés, donc nous sommes en train de s'adapter à la nouvelle situation. Et bien sûr, donc comme vous avez dit, est-ce que ça sera une révolution pour le système RH? Et je pense oui. D'abord, on doit voir comment on peut fermer les différences ou comment on peut voir pour eux qu'ils ont accès à parce que ça veut dire maintenant nous avons l'aspect de la digitalisation, l'automatisation de notre travail forcé. Hein, donc nous, comme une organisation qui travaille dans l'éducation, nous sommes maintenant toutes les activités sont à l'internet, donc il n'y a pas notre choix. Ça veut dire aussi pour le secteur éducation, pour les écoles, pour les universités, etc. Donc, mais maintenant, il faut faire attention qui a accès à un ordinateur, à une connexion à l'internet, etc. Donc, et surtout pour le continent africain, il faut voir comment on peut vraiment accélérer le développement digital dans l'aspect de du travail. Donc voilà, donc je vois, ça c'est mon dernier point. Et le deuxième point, je pense aussi, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'aspect genre. Et il faut mentionner plus de 70% des travailleurs dans le domaine social et médical sont des femmes. Donc maintenant, ça c'est vraiment une des choses les plus importantes. Mais à l'autre côté, nous avons les problèmes de la violence contre les femmes, etc. Donc violence domestique, etc. Donc il y a beaucoup des aspects qui vont vraiment changer et qui ont déjà changé nos aspects de notre vie. Voilà, donc peut-être je laisse ça avec ça et si j'ai d'autres réflexions, je vais retourner. Merci. Très bien. Donc, je vais directement chez Madame Mouna d'Agadir. Madame Mouna, vous m'entendez bien? Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez juste activer votre audio? Alors, Madame Mouna, vous avez bien entendu Monsieur Stéphane. Révolution, oui, il y aura beaucoup de changements certainement avec la crise actuelle. Je vous donne la parole. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de révolution GRH après cette crise et quel rôle pour les cabinets d'intérim dans le développement et dans le maintien du bon dialogue social? Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de participer à ce webinaire, surtout aux côtés de femmes talentueuses, expertes dans les RH de 3 pays différents. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Allez-y. Très bien. Donc, pour la question, certainement, il y aura un avant et après coronavirus qui poussera en quelque sorte les États comme les entreprises à repenser à leur stratégie et à leur raison d'être. Donc, dans la situation de crise actuelle, les RH sont au cœur de la gestion de crise du Covid-19 dans l'entreprise. Le gestionnaire RH est responsable de protéger et de prévenir ses collaborateurs. Son premier rôle face à la crise sanitaire du Covid-19 est d'informer les collaborateurs et de mettre en place des actions de prévention. Il doit faire respecter les mesures de distanciation, limiter un strict nécessaire les réunions, limiter les groupements de ses salariés dans des espaces réduits, annuler les déplacements non indispensables, adapter l'organisation des équipes, par exemple le travail par rotation. Il doit s'assurer aussi que les gestes barrières sont bien appliqués. Le gestionnaire RH doit accompagner la mise en place des télétravail et donc définir les profils et étudier les investissements en termes d'équipement selon les besoins des collaborateurs.
vérifier l'accessibilité au serveur à distance, comme a dit Stéphane, donc il faut que ça soit mis en place. Accès à la messagerie instantanée, gestion d'email, etc. Il faut qu'il briefe aussi les managers sur les méthodes de management à distance, mettre en place d'une charte de télétravail, mettre à jour le règlement intérieur de l'entreprise. Oui, le coronavirus révolutionne les entreprises, révolutionne le monde entier. Donc, la direction des ressources humaines et la direction administrative et financière dans l'entreprise et toute l'équipe dirigeante va devoir analyser l'activité générale de l'entreprise ainsi que l'activité des différents services de l'entreprise, l'objectif étant de mesurer la santé de l'entreprise. Les ressources humaines vont être sollicitées pour faire un état des lieux du contrat et des échéances à venir. Après ces analyses, les RH vont avoir les clés en main pour mettre à jour un plan prévisionnel de l'emploi et des compétences. Très bien. Très bien. Donc, il y a un travail très objectif à mettre en place. Il y a quoi? Vous avez déjà commencé à faire des réunions, votre institution a déjà commencé à bouger dans ce sens? Oui, en effet, comme toutes les entreprises qui se respectent et qui anticipent. Donc, nous, je veux dire, comme tous les autres, on a eu des réflexions on a pu répondre à des questions bien précises, quelles sont les décisions à prendre dans ces circonstances bien précises. Est-ce que l'entreprise doit recourir au chômage partiel pour certains métiers? Est-ce que l'entreprise doit gérer les embauches et revoir ses besoins en compétences? Ouais. Est-ce que notre entreprise peut recueillir les stagiaires alors que toute entreprise, le travail est à distance? L'ensemble de ces questions et de ces décisions sont primordiales pour garantir la bonne santé financière de l'entreprise. Et les RH détiennent de nombreux indicateurs pour accompagner les décisions stratégiques de l'entreprise. Et bien sûr, le maintien de la paix sociale des contractuels chez votre différents clients. Madame Farouma, est-ce que vous m'entendez, Madame Farouma? Madame Farouma? Madame Farouma, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Alors, très bien, Madame Farouma. Donc, dites-moi. Alors, bonsoir déjà. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, dites-moi. Bon, c'est un plaisir de partager. Alors, super. Alors, dites-moi. Pour vous, Madame Farouma, vous êtes membre de l'Association des ressources humaines. Vous avez derrière vous un background extraordinaire. Vous êtes une femme aussi qui fait beaucoup pour son pays et pour le métier. Alors, vous l'avez vu, maintenant toute la panique avec la crise, tous les problèmes que ça engendre, comment cette crise peut impacter cet équilibre social du point de vue de Farouma, de votre personne, mais aussi du point de vue des institutions que vous représentez. Allez-y, Madame Farouma. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravie de partager ce panel-là avec des experts. Comme vous l'avez déjà dit, les présentations sont déjà faites. Effectivement, je suis membre de l'association des professionnels des ressources humaines, mais avant tout, je suis directrice d'une institution. Et je pense qu'à mon avis, la GRS fait face à une nouvelle mutation à laquelle il faut intervenir vite. Nous sommes au cœur, en tout cas, la GRH est au cœur de l'action. Donc, il est impératif parce que nous sommes en train de réorganiser les équipes, de les protéger, de jouer un rôle protecteur pour à la fois permettre aux salariés de travailler, continuer de travailler, de développer la résilience et en même temps de les protéger. Donc, aujourd'hui, il est impératif de nous positionner comme des acteurs de premier plan dans les changements qui sont en train de bousculer le monde et qui sont en train de bousculer nos organisations. Et devant les défis technologiques en même temps, de rareté de main-d'œuvre, parce que nous sommes obligés quand même de diminuer les effectifs, de placer l'humain au cœur de nos préoccupations, se fait de plus en plus quand même pressant. Alors, quel rôle voyez-vous un peu?
quel rôle voyez-vous que pourrait jouer, par exemple, l'association des gestionnaires ressources humaines au Sénégal? Alors, quel rôle, à votre avis, devrait jouer votre association et quel rôle devraient jouer les autres associations, à l'instar de l'AGEF au Maroc et des autres à l'échelle africaine? Alors déjà, on participe à presque des webinaires journaliers pour permettre de poser les problèmes qui se posent journalièrement, les résoudre en même temps, parce que chaque entreprise quand même a un peu une petite spécificité, mais nous participons à des panels journaliers pour essayer de régler le problème. Donc, je pense que je l'ai dit, l'humain est au cœur de tout, parce que quand sans ressources humaines, il y a point d'organisation. Alors, je pense que cette mutation, elle interpelle en tout cas la gestion des ressources humaines, parce que nous sommes obligés d'agir, d'organiser, de protéger, de trouver, développer de nouvelles modes de fonctionnement, de travail, de télétravail, protection des salariés, diminution des effectifs, ainsi de suite, et en même temps permettre aux ressources humaines de s'épanouir. Donc, en tant que professionnel, il y a un impact en gestion des ressources humaines, ça c'est déterminant. Alors, je pense que nous sommes en train d'être des acteurs influents de cet impact-là sur le monde, je dirais, pour que nos idées puissent s'imprimer et laisser des traces quand peut-être le bilan sera fait demain. Très bien. Donc, on va aller un peu vers l'est, vers Madame Rebecca. Vous m'entendez? Madame Rebecca? Madame Rebecca, vous êtes là? Madame Rebecca? Madame Aïcha, vous êtes là? Donc, en attendant que nos collègues rejoignent, peut-être qu'ils ont un problème de connexion. Je reviens vers Stéphane. Stéphane, alors, je reviens vers vous pour vous poser la question de l'impact de la crise. Est-ce que ça pourrait impacter l'équilibre social, à votre avis, et aussi à l'avis de votre institution? Monsieur Stéphane. Oui. Donc, la Fondation Konrad Adenauer, comme je dis, c'est une organisation internationale et nous sommes en train de faire des analyses partout dans la région, ici en l'Afrique, en Europe, en Asie et dans les autres pays. Aujourd'hui, je viens de parler avec une représentante qui travaille au Népal, etc. Donc, nous essayons vraiment de trouver des idées et des analyses dans tous les pays. Je pense maintenant, je pense pas nous avons une crise sociale. Je pense la majorité sont, malgré les problèmes économiques qui sont, je pense, aussi à long terme, et qui seront affectés tous les industries, les secteurs formels ainsi que le secteur informel. Mais je pense maintenant ce que nous avons constaté, il y a aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup de créativité de s'adapter, beaucoup des idées comment améliorer la situation et comment faire. Bien sûr, en Europe, maintenant, le déconfinement a commencé, en espérant qu'il n'y ait pas une deuxième vague des infections. Mais ce que nous avons constaté, et c'est pas juste moi, et ce sont aussi mes collègues, nous avons trouvé qu'il n'y a pas encore le potentiel ou des problèmes d'une crise sociale. Et ce qui est aussi à nous donner les idées sont les pays qui sont pas
très bien préparés parce que ils n'ont pas un système de santé publique qui est bien fort ou où il n'y a pas assez de lits pour s'engager des personnes qui sont très mal affectées de cette de Covid-19. Donc voilà, donc notre analyse a dit non, pour le moment, il n'y a pas le potentiel ou une crise sociale. Mais il faut penser aussi à des effets à long terme et voilà, donc il y a des questions, surtout dans une société, il faut penser qu'est-ce que nous allons faire avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'agenda 2063 de l'Union africaine? Dans tous les objectifs, les buts que nous avons prévus, comment ils seront affectés par cette crise actuelle et comment nous pouvons être, en anglais, on peut dire rest on track. Donc comment on peut comment rester dans l'agenda, oui, c'est ça. L'agenda, dans le chemin prévu, dans le chemin. Ou comment nous pouvons s'adapter et je pense surtout les sociologues parlent de la réconciliance donc des acteurs et je pense aussi dans le domaine économique et surtout RH, il faut aussi voir comment il faut se préparer et en espérant ça sera une chose avec des limites et une période qui va passer très vite. Donc voilà. Donc c'est un peu la situation. Alors je vois que Madame Rebecca il nous a rejoint. Madame Rebecca, vous m'entendez? Activez votre son, s'il vous plaît. Oui. Alors, je reviens vers vous, Madame Rebecca. Alors, Oui. comment cette crise elle peut impacter l'équilibre social de votre point de vue, Madame Rebecca? Alors, bonsoir, Amine. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour ce désagrément. Tu as la connexion. On comprend parfaitement, c'est pas grave. OK. Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre… mais surtout par rapport à vous, comment cette crise, elle peut impacter l'équilibre social? OK. Cette crise peut impacter l'équilibre social au niveau de la mise en place des mesures de protection des collaborateurs au niveau des organisations et l'organisation du travail à distance est impactée. Alors par rapport à vous, dans votre contexte, est-ce que la crise elle a impacté le travail? Est-ce que vous êtes dans le confinement, vous travaillez à distance ou comment ça se passe? Non, il est à noter qu'au Bénin, le Bénin n'est pas allé totalement au confinement comme dans les autres pays. D'accord. Nous, ici au Bénin, nous avons observé un cordon sanitaire. Le cordon sanitaire. Très bien. Vous m'entendez, Madame Rebecca? Oui, je vous reçois. Très bien.
D'accord. Voilà, parce que pour respecter les mesures barrières, on n'a pas eu un vrai confinement, mais un peu comme un confinement, par exemple, parce que le Grand Abidjan a été isolé et les transports en commun ont connu de fortes perturbations parce qu'il fallait respecter les mesures barrières. Et en plus, dans la plupart des entreprises, il y a des personnes à risque, comme les personnes qui ont un certain âge, ou le diabète ou l'hypertension. Et dans ce mouvement-là, vraiment, ça a fortement perturbé le travail. Et aujourd'hui, on est en train de penser même à revisiter le code du travail pour pour tenir compte du télétravail. Voilà ce que je peux dire en gros. D'accord. Alors, je reviens vers Mouna. Vous m'entendez, Mouna? Oui. Est-ce que vous pensez que cette crise révolutionnera un peu le monde du travail? Quel impact aura sur le monde du travail? C'est sûr que la crise coronavirus va révolutionner le monde du travail et surtout l'organisation du travail. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent depuis chez elles. Est-ce qu'il y a eu des licenciements, par exemple? Est-ce que les entreprises aujourd'hui commencent déjà à licencier des gens ou est-ce que le recrutement il reprend? Je ne dirais pas licencier parce que heureusement au Maroc, l'État marocain est intervenu pour, en quelque sorte, ce n'est pas, c'est-à-dire fait d'une manière officielle, mais il a pratiquement interdit les licenciements en cette période, vu en prenant en compte le volet social et la préservation de la qualité de vie des citoyens. Donc, on a parlé de suspension provisoire de travail. Donc, les entreprises, après la reprise, c'est-à-dire ils seront tenus de reprendre le personnel suspendu progressivement. Et c'est-à-dire l'État marocain a donné carrément des indemnités aux personnes qui ont perdu leur emploi pour aider les entreprises à sortir de cette crise. Donc, la révolution du coronavirus, c'est-à-dire coronavirus, révolution, l'organisation du travail, oui, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui travaillent depuis chez elles, comme tu viens de dire, en raison des confinements imposés par cette pandémie. C'est l'occasion pour les entreprises à mon sens, de revoir leur modèle et de sortir d'une culture managérielle de contrôle. Tout à fait. Ils doivent tendre vers plus d'autonomie, de confiance, de travail en équipe et d'apprentissage continu. Un modèle qui sera bien plus résilient face aux crises à venir. Ouais. Donc, le télétravail s'est développé d'une façon exponentielle. Même les médecins commencent à proposer des téléconsultations au lieu de consultations directes. Et on a affaire à une nouvelle culture managérielle. On a reçu, si vous avez vu aussi, un grand ami du Mali qui a carrément développé un hôpital numérique à distance. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut aller aussi au Maroc dans ce sens, par exemple dans la région où vous vous développez? Est-ce qu'il y a déjà eu des initiatives dans ce sens? Amine? Oui, vous m'entendez, Madame Mouna? Oui, je t'entends. De toutes les manières, cette crise, malgré qu'il est difficile et qu'il est cruel, c'est-à-dire, il nous a amené c'est-à-dire à revoir nos priorités et à sortir de beaucoup de personnes de la créativité. Et d'ailleurs, il y a des modèles qu'on n'a jamais vus, genre des sociétés qui faisaient du textile, des habillements pour le compte de formation dans de l'implémentation en tout cas, le digital dans notre activité quotidienne. Vous avez entièrement raison parce que c'était, en tout cas, le projet de digitalisation, même au niveau des services publics, était en cours en Côte d'Ivoire. Et
initial, c'est vraiment un coup d'accélérateur qui est donné même au niveau du service public. Alors, je reviens vers Stéphane. Stéphane, ce développement digital en Afrique, ces demandes, ce souci, moi, je sais, moi aussi, je travaille dans l'administration et je connais tous les obstacles qui sont liés au digital. Il y a une mise à niveau nécessairement qui doit s'opérer. Nous avons fait la dernière fois, nous avons fait un bon webinaire autour de la transformation digitale. Et ce qui ressort, c'est beaucoup de freins qui sont liés à la formation, à la montée en compétences. Il y a beaucoup de charges de travail, surtout dans l'administration, de la bureaucratie, etc. Donc, comment la Konrad Adenauer Stiftung regarde ça de près ou de loin et comment elle pense accompagner aussi les organisations non gouvernementales dans l'acception de la chose digitale. Oui, donc l'administration freine la digitalisation. Il faut changer le système d'éducation. Il faut parler avec les responsables dans le ministère. Je me souviens très bien d'un entretien que j'avais avec une jeune femme qui a son propre entreprise elle a développé des logiciels pour des portables et des ordinateurs. Donc, comment je peux taxer ou quelle recette je paye pour un robot au lieu qui remplace 2 ou 3 personnes. Donc, ce sont des questions que nous avons aussi demandées dans cette étude. Nous, comme ONG, nous avons quelques programmes pour renforcer la digitalisation, mais en fait, c'est pas nous sommes dans la formation politique et pas. Il y a d'autres partenaires, mais nous comme Fondation Konrad Adenauer, nous essayons aussi au moins de travailler sur les stratégies. Donc, qu'est-ce que les gouvernements et les organisations comme les patronats et aussi les responsables des ressources humaines et les entreprises peuvent travailler sur ça ensemble à travers des programmes d'échange, inviter des experts et envoyer aussi des experts de l'Afrique dans les pays européens. Voilà, mais comme nous sommes une fondation politique, surtout, ce sont comment les parlements réagissent et comment les gouvernements réagissent sur la digitalisation, etc. Donc ça c'est notre domaine. Mais comme j'ai dit, il y a des problèmes et bien sûr il y a une tendance. Si j'ai une économie avec un taux de chômage qui est très haut, bien sûr c'est difficile d'introduire des technologies qui n'a pas besoin de beaucoup de personnes, où j'ai besoin de juste 2, 3 experts qui peuvent réparer et peut-être programmer les machines. Je me souviens d'un exemple ici au Maroc. Il y a Tanger Med, le grand port à Tanger, où il y avait il y a beaucoup des entreprises, des investissements, internationales qui ont essayé aussi de renforcer l'automatisation, mais bien sûr avec les discussions avec les responsables locaux et des gouvernements, la préférence est bien sûr d'engager des personnes, d'éviter le taux de chômage. Donc voilà, donc c'est un dilemme. Hein. Je voudrais automatiser et digitaliser, mais l'autre, j'ai beaucoup de personnes qui sont bien éduquées et qui sont reçues une très belle formation, qui ne peut pas travailler. Donc voilà, donc c'est un peu le dilemme du côté gouvernement. Alors je reviens vers Madame Boudrihem. Madame Mouna, la digitalisation, je sais que c'est une révolution. Je sais que c'est pas évident que tout le monde s'y mette aujourd'hui. Comment vous recevez un peu l'information des personnes que vous placez dans des entreprises? Est-ce qu'on leur demande aujourd'hui, les entreprises leur demandent de digitaliser, d'aller plus vers le travail à distance? Est-ce qu'ils arrivent à maintenir le cap? Est-ce qu'ils arrivent à intégrer facilement ces mesures? En fait, notre contexte à nous, société d'intérim, est un peu exceptionnel, surtout que on est
la plus grande entreprise du travail temporaire au Maroc. Qui dit ça, ça veut dire le volume. Volume intérimaire et volume client. Donc, ce qui requiert de nous qu'on soit organisé plus que d'autres et plus qu'avant. Ce qu'on fait, c'est que on a une direction très dynamique qui anticipe et qui fait des réflexions sur mesure en prenant en compte les particularités de chaque secteur d'activité, les particularités de chaque entreprise. Et donc, voilà, on arrive c'est-à-dire à s'en sortir. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à l'information, c'est-à-dire le fait d'être informé sur les intérimaires, nous, on a l'habitude de faire du corps à corps avec nos clients. C'est ça notre point fort. Maintenant, avec le confinement, les choses commencent à changer. On commence à muter intelligemment, doucement et sûrement. Nos superviseurs sont sur le terrain, mais ils prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne soient pas contaminés, pour qu'ils observent ce qui se passe sur les sites et inspectent chez nos clients si les intérimaires sont exposés. Et on est allé jusqu'à envoyer des courriers aux clients, c'est dans leur intérêt parce que nos clients sont nos partenaires, pour leur dire quelles sont les mesures prises en termes sanitaires, c'est-à-dire dans le cadre dans ces circonstances assez particulières, crise Corona, pour justement savoir si nos intérimaires sont exposés ou non. Donc l'information remonte, mais avec un peu de distance et un peu moins efficace, mais notre travail se fait d'une manière plus ou moins complète. On s'adapte. C'est ça le. Très bien. Madame Farouma, vous êtes toujours avec nous? Vous avez été déconnectée, Madame Farouma? Madame Farouma, vous m'entendez? Madame Farouma? Donc, je crois que Madame Farouma nous a quittés. Alors, je vais directement vers Madame Aïcha. Madame Aïcha, quel avenir pour l'Afrique aujourd'hui? Quel est, à votre sens, quels sont les grands obstacles et les freins? Et où se trouve l'opportunité pour la GRH? Alors, les obstacles et les freins, moi, je vais résumer en une chose, c'est qu'aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire, mais nous sommes obligés d'anticiper la crise économique et éventuellement la crise sociale. Et la GRH a un rôle important, très, très important à jouer à ce niveau-là. Et je pense qu'au niveau de l'Afrique, on devrait essayer de repartir vers nos valeurs de base que sont la solidarité, le partage, par exemple. Et ça implique des changements aussi bien au niveau du management que des travailleurs en eux-mêmes. Je veux dire, Mouna a eu à le dire tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit un travail d'équipe, qu'on passe de l'aspect management de contrôle à tout ce qui concerne donc un partenariat entre les chefs d'entreprise et leurs travailleurs. Un vrai dialogue social, parce que pour en revenir aux mesures qui sont prises aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit les mises en congé, que ce soit la mise en chômage technique, ou même malheureusement dans certains secteurs d'activité, il y a eu des licenciements. Mais les partenaires sociaux se sont réunis et il a été vraiment conseillé qu'il y ait le dialogue social, que tout soit décidé de part et d'autre, chacune des parties, employeurs comme travailleurs. Et donc, pour en revenir aux valeurs, enfin à l'opportunité qui se pose à l'Afrique de revenir à ces valeurs, il y a des outils RH comme par exemple la direction participative par objectif qui pourrait être mise en place ou même renforcée pour que les travailleurs s'impliquent s'impliquent mieux dans le travail, qu'ils puissent participer vraiment donc à la productivité pour pouvoir bénéficier de leur salaire. Et puis, il faudrait que le chef d'entreprise favorise également le dialogue, qu'on passe donc du contrôle au partenariat. Voilà ce que je peux dire en gros.
Oui, bien sûr. Donc, il y a un travail de leadership à mettre en place, mais ma question est comment aujourd'hui les ressources humaines voient ça? Je reviendrai vers Madame Mouna. Madame Mouna, quel avenir voyez-vous dans le dialogue social? Est-ce qu'il y a déjà un dialogue social qui s'installe? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences? Comment les salariés aujourd'hui suivent cette révolution? Activez votre audio, Madame Mouna. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, on a dit qu'il y a un rôle leadership qui doit être joué par les entreprises. Il y a un travail à faire en termes de montée en compétences des ressources humaines, bien sûr, dans le domaine de la digitale. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de communiquer autour de ça, d'entrer dans un dialogue social avec des entreprises? Comment voyez-vous l'impact déjà de Tectra dans ce sens et aussi de l'AGEF? Quel rôle vous pouvez jouer dans l'avenir de ce développement digital, dans la gestion RH? Donc, la fonction RH, plus particulièrement dans le contexte africain, malheureusement, il reste en quelque sorte moins développé dans beaucoup de pays africains, car le concept en soi est tout frais dans la tête des patrons. Donc, cette fonction est toujours considérée comme un support et n'est pas impliquée dans la prise de décision stratégique de l'entreprise dans la majorité des structures africaines. Elle peut par contre être plus dans l'influence de décision de la comité de direction dans certains cas. Pour ce qui est de l'avenir de la fonction RH dans l'Afrique, il peut se montrer révélateur, à mon sens, entre autres si on encourage des structures associatives qui favorisent, qui sont dans l'échange, dans le partage du savoir, dans le partage des best practices et qui permet aux différents gestionnaires RH d'évaluer leur niveau et de savoir leur degré de compétence en comparaison avec leurs confrères d'autres pays pour créer un peu de concurrence positive. Donc, aujourd'hui, nous connaissons en Afrique un grand mouvement de fuite de cerveau et donc de compétences qui, au lieu qu'ils soient au service de leur pays, préfèrent être au service d'autres pays d'accueil, donc européens ou d'autres, et qui disposent d'infrastructures adéquates leur permettant d'évoluer comme ils le souhaitent. Donc, ces infrastructures sont quasiment inexistantes dans la majorité des pays africains. Je donne l'exemple du grand professeur Monsef Mohamed Slaoui, marocain natif d'Agadir, ma ville de résidence, et qui a été nommé par le président Donald Trump à la tête de la cellule de chercheurs pour développer le vaccin du coronavirus, à qui nous souhaitons toute la réussite qu'il mérite. Il y a beaucoup de cas comme ça dans tous les pays africains, donc il faudrait qu'on se pose surtout nous, gestionnaires ressources humaines, comment on peut les empêcher d'aller, c'est-à-dire au service d'autres pays. Donc, il faudrait qu'on profite de leurs compétences et qu'on leur prépare l'infrastructure leur permettant de développer leurs connaissances et d'être au service des missions qui leur seront confiées. En tout cas, le Maroc est de plus en plus ouvert sur les autres pays africains. Et c'est une volonté souveraine de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le cadre du partenariat Sud-Sud. C'est une très bonne chose. Donc, nous devons être dans cette continuité dans le cadre de nos activités RH interpays africains. Voilà. Très bien. Donc, je ne sais pas si Madame Farouma et Madame Rebecca ont pu nous rejoindre ou pas. Madame oui, Rebecca, Madame Farouma? Oui, je suis là, je suis revenue. Très bien. Alors, nous avons parlé d'un leadership des entreprises en termes de transformation digitale. Quel rôle jouerait l'Association des gestionnaires ressources humaines du Sénégal pour maintenir le cap, pour se développer dans ce sens?
Alors, je pense que de tous les temps, la GRH a fait bon ménage avec le digital quand même. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'évoluer sur la dématérialisation, sur les systèmes RH pour permettre véritablement aux gestionnaires RH de gagner beaucoup plus de temps. Donc, ça, ce sera pas un impact de la crise, mais c'est surtout ce qui fait évoluer la gestion des ressources humaines permanemment. Parce que vu le volume du travail, on ne pourra jamais faire sans le digital. On ne pourra jamais gérer les ressources humaines sans le digital, avec la digital. On ne pourra gérer qu'avec la digitalisation. Je reviens rapidement vers Monsieur Stéphane parce que je crois qu'il est là avec nous. Monsieur Stéphane, vous êtes là? Oui. Super. Super. Alors, oui, je suis là. Très bien, merci. Alors, restez avec nous une seconde. Oui. Madame Forouma, qu'est-ce que fait l'Association des gestionnaires ressources humaines pour accompagner les entreprises à implémenter un bon processus digital? On fait permanemment quand il y a des nouvelles découvertes. Donc, c'est des séminaires que nous faisons mensuellement. Donc, pour permettre aux entreprises d'avancer. Des formes qui nous permettent d'échanger sur les questions qui se posent aux structures. Ça, c'est de tout le temps, tous les mois, ce qui nous permet aussi de poser toutes les problématiques que nous avons, toutes les difficultés. Et ça fait évoluer quand même la fonction RH parce que il faut véritablement la digitalisation pour qu'on puisse gagner du temps et faire ce qu'on appelle peut-être avoir le temps pour pouvoir faire du décisionnel. Donc, je reviens sur l'association qui organise mensuellement, annuellement des forums pour nous permettre de faire des mises à jour dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, Monsieur Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure des Sustainable Development Goals, c'est-à-dire que vous avez parlé aussi de l'agenda et how we can achieve the 2030 agenda or the 2063 agenda for African agenda. Comment voyez-vous ça? C'est-à-dire que où est-ce qu'on va exactement? Est-ce que on doit s'attendre à une actualisation? Je sais que des Konrad Adenauer Stiftung, elle travaille beaucoup sur le maintien de la paix, de la sécurité. C'est un de leurs c'est un de leurs chevals de Troie, de bataille. Comment voyez-vous ça? Est-ce que nécessairement on va aller vers un revirement? On voit ces belles phrases dans les rapports, soit de l'agenda 2030 de l'UN, soit dans le rapport de l'UA, de l'Union africaine, sur l'agenda 2063, sur l'implication des OCS, l'implication de la société civile, l'implication de tout le monde, et on voit pas trop les choses venir. Il y a quelques initiatives à gauche et à droite. À Bonn, il y a le Sustainable Action Campaign qui se passe chaque année là-bas. En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui se font. Alors, comment voyez-vous ça? Comment voyez-vous l'implication de la société civile, en tout cas, sachant que ça va être aussi l'axe de notre discussion la semaine prochaine. Et je voudrais bien savoir de votre part, comment voyez-vous l'implication de la société civile dans ce processus? D'accord, merci. Bon, en général, malheureusement, la réalité a nous montré que surtout les gouvernements ont décidé contre les organisations, en global et contre les organisations internationales. Ça veut dire, nous avons le cas des États-Unis qui n'a pas pris son rôle comme première nation économique dans le monde, qui a critiqué l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons le cas des nouveaux conflits entre la Chine et quelques pays. Nous avons eu les décisions de quelques États en Europe qui ont fermé la frontière ou qui ont installé des règles, sauf une discussion au niveau international entre les acteurs.
Et malheureusement, la société civile internationale n'a pas encore pris ou n'a pas eu la chance d'établir des solutions ou des discussions à ce niveau à cause des restrictions et les précautions qui sont prises par les gouvernements. Donc, si je vois ça sur le niveau national, les libertés, ça veut dire la liberté de manifestation, la liberté de presse, etc. Donc, maintenant, dans un cas où un État déclare l'état d'urgence, sont diminués. Donc, avec des raisons la santé publique. Voilà. Donc, maintenant, je pense, comme nous sommes en train de revoir et maintenant peut-être aussi de passer les premières semaines des difficultés, je pense maintenant il faut vraiment engager la société civile, mais aussi les entreprises, tous les acteurs qui sont engagés et actifs, de commencer ou recommencer à discuter pour éviter que maintenant le chemin s'en va dans une direction où personne où toutes les libertés sont limitées. Donc, les cas extrêmes sont maintenant la Libye, le Liban, etc., où les pays sont dans quelques difficultés qui a créé des problèmes. Donc, malheureusement, on n'a pas encore cette initiation de la société civile avec des conditions maintenant, mais nous sommes en train, comme Fondation Konrad Adenauer, de aussi soutenir ce processus. Et si vous avez des exemples, je suis très ouvert d'en discuter. Mais voilà, donc nous sommes tous très jeunes dans cette situation. Hein, donc voilà, donc c'est un peu la difficulté que nous avons maintenant. Mais je pense vers les mois d'août, septembre, au plus tard, on doit vraiment commencer cette discussion. Mais je crois que vous avez déjà commencé. Le fait d'être avec nous déjà dans le cadre de l'African Network for Sustainable Development, je crois que vous avez bien suivi tout ce que nous avons fait depuis un bon moment. Et aujourd'hui, nous arrivons quand même, grâce à l'aide de tous les participants, de drainer à peu près, nous sommes à 13 pays. Et le prochain webinaire, on va boucler le 15e pays avec le Tchad, bien sûr, et le Nigeria qui vont être avec nous. Donc oui, bien sûr, vous êtes déjà avec nous et vous êtes déjà un des membres un de nos membres que nous voulons et sur lequel nous comptons beaucoup sur notre développement. Donc en Afrique aujourd'hui, il y a un rôle à jouer de la part de la société civile et nous comptons le jouer pleinement et c'est de notre droit aujourd'hui en tant que citoyens du monde, des citoyens universels et africains, donc d'asseoir notre volonté et d'accompagner un peu les valeurs qui sont les valeurs de l'africanisme, de la panafricanisme. Je reviens vers Madame Rebecca, c'est elle est là. Madame Rebecca, vous m'entendez? Ok. Donc je reviens vers Madame Aïcha. Madame Aïcha, je vous laisse 3 minutes de la fin. Donc on approche à la fin de notre émission. Donc je vous donne 3 minutes de la fin où vous allez un peu nous dire comment vous voyez les choses, comment vous voyez d'abord le développement de cette structure qui est l'African Network for Sustainable Development, comment vous voyez qu'on peut se développer en termes de propagande Sustainable Development, objectif de développement durable, et comment vous voyez un peu l'impact de notre travail sur le développement digital de la GRH. Alors, je m'excuse, j'ai pas bien entendu la première question, ça a été un peu entrecoupé. Comment je vois oui. Alors, déconnecté, GSL. Je vous entends plus. Allô?
Madame Aïcha, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends maintenant. Très bien. Alors je parlais un peu de l'implication de la société civile dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Comment vous pouvez concevoir l'implication de l'African Network for Sustainable Development, qui est une structure dont vous êtes membre, comment elle peut aller vers le développement d'abord des objectifs de développement durable et précisément dans le développement de la fonction RH en Afrique? Alors, je pense que cette structure a vraiment toutes les chances d'avoir un impact donc en ce moment, parce que vous avez la chance d'avoir un réseau important au niveau de l'Afrique, et puisqu'on parle d'ODD, vous avez beaucoup d'objectifs qui sont contenus dans les ODD, qui sont vraiment donc d'actualité aujourd'hui, malheureusement avec ce qu'on traverse. La fonction RH est vraiment impacte beaucoup de ces ODD-là, notamment au niveau de l'emploi. Et on voit aujourd'hui qu'avec la crise qu'on traverse, il y a des risques pour l'emploi. Vous-même, vous parliez tout à l'heure vous posiez la question de savoir est-ce que il y avait des licenciements, est-ce que les recrutements avaient repris. Donc, la fonction RH est obligée de repenser, en dehors de l'organisation de travail, de repenser même la conception des emplois. Et je pense que c'est vraiment une aubaine donc pour cette structure de se positionner et de gérer l'aspect donc panafricaniste comme vous le dites. Voilà ce que je peux dire en résumé. Est-ce que vous m'avez entendu? Oh là là. Aïcha, Amine. Oui. Aïcha. Oui. Donc, je voulais juste dire, c'est-à-dire attirer l'attention sur le fait qu'il faut aider l'entreprise en tant que RH à prendre conscience qu'elle doit plutôt renforcer sa marque employeur, malgré tout, pendant la crise coronavirus. Parce que par la suite, le marché du recrutement repartira lors de la reprise prévue en 2021, si tout va bien, sauf si la crise persiste, bien sûr. Donc, les entreprises vont être confrontées à nouveau à des difficultés de recruter. Donc, qui se verront la marque employeur une clé de voûte pour réussir à recruter et à fidéliser les talents. Donc, il est nécessaire aux entreprises de démontrer leur engagement et leur attractivité, tout particulièrement dans les périodes de tension et de pénurie, pour attirer les meilleurs profils du marché, surtout les plus rares. Voilà, donc je tenais à dire ça. Il faut pas... Bien. Donc, je m'excuse, j'ai été déconnecté. Madame Aïcha, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends maintenant. Alors, je disais, comment on peut, au niveau de l'ANSD, jouer un rôle moteur dans le cadre de la qualification d'abord des associations qui travaillent dans la GRH, et comment aider pleinement à développer les capacités digitales chez la fonction RH en Afrique? Oui, ce que je disais, je dis que vous avez déjà un réseau important, d'après ce que j'ai pu voir, c'est de fidéliser ce réseau et de l'étendre encore un peu plus. Les objectifs de développement sont à plusieurs niveaux, et je vois que vous touchez à peu près à ces différents objectifs. La fonction RH, quant à elle, peut vous appuyer dans ce qui concerne donc les aspects qui la concernent, comme je disais donc l'emploi, la formation, au niveau donc des travailleurs, au niveau des entreprises, même au niveau des chefs d'entreprise. Mais je dis, c'est surtout insister au niveau du réseautage. Toucher le plus de personnes sensibles au sujet que vous touchez également. En tout cas, nous, on est disposés à le faire. Parce que je crois que j'ai pas eu l'occasion de me présenter tout à l'heure, mais je dirige une plateforme qu'on appelle la plateforme humanitaire du secteur privé, qui est censée coordonner l'action collective du secteur privé au niveau du patronat ivoirien. Et donc, cette crise-là, elle touche, notre plateforme est vraiment mise en avant par rapport à cette crise au niveau de Côte d'Ivoire. Et nous sommes disposés à vous accompagner sur le sujet. Alors, je reviens chez Madame Farouma. Vous m'entendez, Madame Farouma? Je vous entends. Alors, vous avez entendu Madame Aïcha, qui représente aussi le patronat ivoirien et qui est prédisposée à nous accompagner. Maintenant, comment vous voyez le rôle de cette association dans le développement du capital humain de la GRH en Afrique?
Bon, moi, je pense que c'est là aussi une vraie opportunité pour l'association que de voir évoluer l'organisation de travail. Donc, elle parlait tout à l'heure du rôle de la digitalisation. Son rôle aussi, c'est d'accompagner la transformation des métiers des entreprises. Et c'est le rôle aussi de notre, c'est le rôle aussi de l'association. Quand même, il faut souligner que la crise là verra certainement, on va vers certainement des risques qu'on peut appeler des risques sociaux, des risques économiques, des risques de perte de compétences et autres. Et c'est là où l'association va jouer un rôle moteur en termes de mobilisation, en termes de partage, d'échange de compétences, de métiers, comme on a l'habitude de le faire, parce que l'association n'est pas composée uniquement que de professionnels RH, mais il y a des professionnels RH, des professionnels de digitalisation qui nous aident à traduire nos idées en termes techniques pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, véritablement, nous avons besoin d'accompagnement pour transformer, accompagner et transformer les métiers de ces entreprises-là avec des solutions digitales. Donc, je pense que c'est là aussi les attentes pour notre association, donc qui anticipe de tout le temps sur les problématiques qui se posent, sur les solutions de crise qui, lorsqu'il y a crise, des solutions d'anticipation, parce que nous avons un rôle de visionnaire dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut cartographier, il faut une solution de cartographie des compétences, des appétences professionnelles qui va nous permettre véritablement d'aider les collaborateurs à la fin pour sortir de cette crise avec succès. Merci. Je ne sais pas si Madame Rebecca a pu nous joindre ou pas. Madame Rebecca, vous m'entendez? Madame Rebecca? Donc, Madame Rebecca n'arrive pas à communiquer avec nous aujourd'hui. Elle a un souci de connexion aussi. Ben, Madame Mouna, je reviens vers vous. En décembre dernier, vous avez organisé un sommet de la GRH en Afrique. C'est-à-dire que vous êtes aussi pionnière en termes de relations maroco-africaines et avec aussi le partenariat de M. Stephen, Konrad Adenauer Stiftung. Vous avez collaboré pour faire une belle brochette donc de pays africains qui ont été présents à Agadir pour discuter de la GRH. Quels sont est-ce que vous avez parlé de crise? Est-ce que vous avez prévu déjà comment vous pouvez Aïcha ne fait comme ça. On n'avait pas parlé de ça. Alors, ok. Alors, est-ce que vous avez, alors, quelles sont les grandes résolutions de ce sommet? En fait, c'est un plaisir de penser déjà à organiser un tel événement. C'était le plus grand dans notre mandat et c'était plutôt les assises africaines des ressources humaines. On a invité 5 pays africains, nos confrères dans les RH, principalement nos intervenants de l'Afrique, c'est-à-dire des autres pays africains, étaient principalement des présidents d'associations de ressources humaines dans leur pays. Donc, on a eu, Aïcha était parmi nous, hein, il nous a honorés par sa présence. Et donc, il y a eu la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Les assises africaines, dans leur première édition, portaient sur les relations sociales. Donc, on n'a pas parlé vraiment de crise, mais crise dans le cadre des relations sociales plutôt. Et donc, l'événement marquant, c'est un panel qui était très intéressant. Tous les panels étaient intéressants, mais le plus qui m'a marqué le plus, c'est celui qui a rassemblé tous les syndicats les 3 centrales syndicales du Maroc, les plus représentatifs,
Et il y a eu la représentation de Monsieur le ministre de l'Emploi et au fil de la discussion, on s'est aperçu que c'était précipité de présenter le projet sur la loi de la grève au Parlement. On s'apprêtait à le voter et donc ils se sont aperçus que il n'y avait pas l'implication de tout le monde et que les parties prenantes n'étaient pas d'accord pour que le projet soit présenté dans sa forme actuelle. Et donc, suite à cet échange, le ministère a décidé de retirer ce projet de loi pour justement le rediscuter et de voir, c'est-à-dire l'avis de tout le monde et de sortir avec une version plus adéquate pour la représenter au champ des représentants. Donc, c'était une réussite. Je remercie mes amis des autres pays, présidents d'associations RH. Et donc, il y a eu une assistance de 250 à 300 personnes à chaque fois. Et c'était en décembre. C'était vraiment une réussite. Hein. J'étais très honorée par l'organisation de cette. Et une belle assistance de la Conrad Adenauer Stiftung comme d'habitude. Alors, je reviens vers Madame Farouma. La Conrad Adenauer, c'est notre partenaire. Il nous accompagne dans toutes nos activités et j'ai remarqué que ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir qu'ils ont fait un gros geste en remarquant que, c'est-à-dire en s'apercevant que, c'est-à-dire l'événement prenait, au fil de l'organisation, il prenait de l'ampleur, ils ont décidé de revoir leur budget à la hausse à 2 reprises. Et ça, c'était très remarquable. Et voilà, donc c'est un vrai partenaire. Hein, vous voulez dire un mot? Merci, Monsieur Stéphane. Ouais. Monsieur Stéphane, vous voulez dire quelque chose ou vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Merci, Madame Mouna. Bien sûr, pour nous aussi, c'est toujours un plaisir de travailler avec AGEF Sud, avec vous et toutes les activités que vous avez faites et j'ai aussi assisté. Comme je dis toujours, l'AGEF et la Fondation sont des partenaires historiques depuis plus de 20 ans. Je pense on a assisté à plusieurs créations des sections régionales de AGEF et bien sûr nous sommes là. Donc et c'est toujours un plaisir aussi de venir à Agadir et voir avec les collègues et je suis vraiment aussi peut-être c'est aussi une impression, je fais que une année et demie, mais je vois surtout à Agadir beaucoup de connexions avec les autres pays africains. Il y a toujours des experts qui sont dans les universités à Agadir ou donc je suis vraiment impressionné de votre engagement sur le continent africain en général parce que je pense là ça c'est aussi mon mandat de connecter les pays avec ce que j'ai fait en Afrique l'Ouest. Nous avons reçu au début de cette année un échange des 15 députés marocains au Bénin. Ils ont visité le Parlement et on a fait un échange politique entre les femmes politiques. Donc je pense ça ce sont des exemples d'une coopération qui est nécessaire pour les deux côtés parce que la crise actuelle a nous montré qu'il n'y a pas les frontières. La crise a touché tous les pays. Il y a en fait, je pense, 0 pays qui sont pas affectés par cette crise. Donc ça, c'est vraiment un appel que tous les pays doivent travailler ensemble. Alors, je reviens vers Madame Farouma et comme j'ai dit tout à l'heure, on s'approche vers la fin de cette émission. Madame Farouma, vous avez 3 minutes pour un peu résumer tout ça et nous donner un peu l'orientation d'une femme qui a quand même une belle expérience dans le privé, dans le domaine associatif. À vous la parole, Madame Farouma. Alors, merci beaucoup. Donc, je pense que cette crise-là, au sortir de cette crise,
Et d'abord, avant même qu'on en arrive, nous avions au niveau de l'association, je l'ai dit tantôt, d'organiser des cafés RH, donc pour réfléchir sur des thématiques qui s'imposent à nous quotidiennement, mensuellement, périodiquement. Mais moi, je pense que au sortir de cette situation où pour la profession RH, il va falloir faire en sorte qu'on développe l'employabilité des acteurs. C'est là où on pourra véritablement relever tous les défis qui se poseront. Donc, ce sera des changements, des mutations managériales, des façons de faire qui vont nous permettre de nous repositionner et de faire gagner l'entreprise en général, mais l'Afrique pourra tirer le maximum de profit par rapport à cette crise-là pour développer une résilience qui va lui permettre de sortir avec brio de cette situation. Donc, la GRH est toujours au cœur de tout ce que nous faisons. Parce que sans les ressources humaines de qualité, on ne pourra rien réussir dans la vie. Donc, sans les ressources humaines, il y aura point d'entreprise. Donc, il va falloir que nous prenions à bras le corps ce que nous sommes en train de faire parce qu'on a été les premiers à être interpellés lorsque la crise a commencé en termes d'organisation de travail, en termes d'accompagnement pour que les gens ne paniquent pas. Donc, aujourd'hui, il sera question de développer l'employabilité, de faire en sorte qu'il y ait des changements, des mutations dans l'organisation de travail et véritablement pour faire gagner du temps aux salariés et permettre aussi de faire un travail à temps partiel. Ça va nous permettre aussi de développer d'autres compétences et de nous réorganiser davantage. Donc, voilà. Oui. Comment? Oui. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été juste pour boucler? Est-ce qu'il y a eu des mesures développées par les élus locaux, par exemple, pour accompagner cette crise? Est-ce qu'il y a eu par exemple, la région où vous vous développez, est-ce qu'elle a mis en place des mesures spécifiques pour sortir de la crise et pour aider les entreprises en difficulté? Oui, les mesures spécifiques, c'est de faire en sorte que les salariés n'en souffrent pas de cette crise-là. Donc, les mesures, c'est dans les accompagnements, salariaux. Les mesures, c'est de permettre aux gens, donc, de développer, de faire ce qu'on appelle, on l'a évoqué à plusieurs reprises, le télétravail. C'est de protéger les salariés qui vivent avec des pathologies, de rester à la maison, de travailler aux besoins, mais aussi de percevoir leur salaire. Donc, les mesures aussi dans le secteur de permettre à nos clients de bénéficier des reports d'échéance pour leur permettre véritablement de retrouver l'élan ou bien leur activité et de pouvoir faire face à leurs échéances aussi de remboursement de prêts. Donc, il y a une batterie de mesures qui a été mise en œuvre pour accompagner aussi bien les salariés que nos clients avec qui nous travaillons. Et aussi, il y a des mesures aussi au niveau de l'association pour accompagner nous qui sommes en train de gérer les ressources humaines, véritablement en termes de solutions à mettre en œuvre pour qu'on puisse sortir avec succès de cette situation-là. Je ne sais pas si Madame Rebecca nous a rejoint ou pas. Madame Rebecca. Donc, Madame Rebecca, vous m'entendez? Très bien. Donc, je reviens vers Monsieur Stéphane pour un mot de la fin. Donc, 3 minutes, Monsieur Stéphane, pour conclure. D'accord, merci. Bon, en fait, Madame Farouma a bien dit tous les points qui sont pertinents et importants. Juste pour faire un appel que dans tous les secteurs, soit dans les responsabilités RH, dans la société civile, je pense maintenant il faut penser et bien s'adapter à la nouvelle situation et qu'est-ce qui se passe.
il faut être très observant qu'est-ce qui il va passer et comment on peut gérer la situation ensemble. Bon, pour moi, toujours, je pense, les organisations ou l'international sont eux qui sont les meilleures organisations qui peuvent trouver une solution pour cette crise actuelle. Bien sûr, nous sommes tout le monde forcés de s'adapter à une vitesse très vite et trop vite, je pense, surtout pour les secteurs traditionnels et pour l'économie. Et ce que je voudrais aussi mentionner, à part des secteurs formels où on a parlé et les entreprises, il y a malheureusement aussi un très grand secteur informel, là où il y a pas beaucoup de soutien et là où il y a des difficultés. La crise a montré aussi les pays où on a vu pas beaucoup de problèmes avant, comme les États-Unis, qui ont maintenant 39 millions de personnes au chômage. Donc, ça s'est passé très, très vite. On a vu aussi les problèmes en Italie, en France, en Espagne, que leur système de santé n'est pas adapté à ça. Donc, voilà. Donc, je pense ça a vraiment une situation changée, mais aussi beaucoup des opportunités. Si je me souviens très bien, avant la crise, on a parlé beaucoup sur les aspects de l'environnement et contre la pollution. Maintenant, nous sommes à cause des voyages réduits et la production qui est limitée à une situation où la nature est en train de respirer un peu. Donc voilà, donc ce sont un peu... Une des belles opportunités de cette crise du Covid, c'est qu'on respire encore mieux maintenant. Et il faut toujours voir les aspects positifs aussi. Et ça, c'est en fait mon dernier point, de voir, OK, où sont les opportunités et où sont les potentiels que nous devons et voyons ensemble de cette crise. Et voilà, donc je pense, je voudrais clôturer avec ça, avec aussi des mots de remerciement avec à vos tous chers experts et Monsieur Amin de cet événement très intéressant. Très bien. Donc je vais vers Madame Mouna pour un mot de la fin. Donc 3 à 5 minutes pour conclure. Allez-y, Madame Mouna. Activez votre son, Madame Mouna. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que la crise actuelle, pandémie et perte économique a fait repenser les entreprises et les États aussi au repositionnement de l'humain. Attirer, satisfaire, faire performer, maintenir les compétences à niveau et fidéliser les personnes n'a jamais été facile. Donc, pour les dirigeants, la tentation est donc grande de se simplifier la vie et de réduire le risque en misant davantage sur une main-d'œuvre plus contractuelle et sur une technologie perçue plus fiable, moins coûteuse et ayant des capacités de performance inaccessibles aux personnes. Donc, aujourd'hui, avec tous ces mutations, ces changements, moi, personnellement, je recommande aux entreprises de préserver leur réputation dans le marché, de travailler sur le marketing RH et de travailler leur marque employeur parce que, Inch'Allah, on va sortir de cette crise et on va sortir de cette crise plus fort. Il faut garder le moral, il faut garder, c'est-à-dire ces moyens au frais pour les sortir bientôt et pour travailler plus efficacement, plus dur, d'une manière différente. Mais on va tous travailler et on va tous travailler surtout plus intelligemment. La particularité dans notre contexte au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'humain, une fois de plus, a été au cœur des préoccupations de l'État marocain. Et donc, l'État a déboursé des indemnités de perte d'emploi en faveur des personnes qui ont été suspendues
qui sont en suspension de travail. Hein. Donc ça c'est voilà. Et donc la CNSS, tous les organismes de l'État travaillent d'arrache-pied pour conseiller, pour inspecter, pour savoir si c'est-à-dire si les travailleurs sont dans environnement sécurisé. Et donc, ils font des audits, des inspections, des audits pour dire aux sociétés et pour les sensibiliser aux gestes barrières, aux mesures sanitaires et ainsi de suite. Donc, nous avons découvert des caractères de personnes et des organisations qu'on ne connaissait pas. Comme j'ai dit, on reste positif et on garde le moral. Et en même temps, on voit le côté positif, c'est très important. Le coronavirus, oui, c'est une crise, c'est une catastrophe humanitaire, mais en même temps, ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça nous a permis de classer nos priorités et de voir beaucoup de bonnes choses, y compris je veux dire, comment dirais-je, le côté écologique qu'on respire, comme tu as dit tout à l'heure, un air plus frais, moins de trafic routier et ainsi de suite. Et donc voilà, donc il faut s'attendre à ce que l'économie va être relancée dans quelques mois et qu'on doit être prêt. Voilà. Et les belles choses, bien sûr, à faire, c'est de maintenir la bonne confiance, la bonne humeur, le travail en équipe, de fédérer le groupe autour de nouvelles valeurs. Aujourd'hui, toutes les valeurs, ils vont certainement être revues et surtout le travail associatif et le bénévolat. Je reviens vers un peu quelques publications de nos amis qui nous suivent un peu en live. Monsieur Ibrahim Membourou du Gabon. Tout à fait, Madame Mouna, c'est ce qui se passe en ce moment dans toutes les entreprises en administration. En ce qui concerne le Gabon, notamment dans l'administration, il y a des textes qui ont été élaborés pour revoir les heures de travail, la réduction des effectifs, le turnover, etc. Les ressources humaines ont des missions difficiles en ces temps de crise sanitaire. Salma Mansour, l'intelligence artificielle peut toujours être un atout ou outil pour mener bien notre projet RH. Pourquoi pas avoir un protocole sanitaire exigeant qui nous mène à être responsables afin de garantir une vie saine de nos employés. Monsieur Nissoul Tahar, bonne chance. Monsieur Rich, hélas, la connexion est vraiment instable. Et oui, donc nous tâcherons de faire de notre mieux pour en tout cas demain d'ailleurs et les prochains. Salma Mansour, salutations. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc pas mal d'interventions du public. Alors je reviens pour vous dire que cette émission a été suivie par tous nos pays membres africains. Il y a eu plus de 13 pays représentés ici. Je vois que les gens, de plus en plus, ils prennent part à nos discussions. Voilà. Donc, j'arrive à la fin et je dis que aujourd'hui, le plus important serait de revoir nos valeurs, de travailler de plus en plus en groupe. Cette crise nous permettra de consolider notre position en tant qu'être humain, je dis bien, pas en tant que machine. Le capitalisme moderne a fait que le monde tourne à la machine, on respire plus la surconsommation, les crunchs banquiers. On a vécu la crise de 2008, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, on assiste à un arrêt brutal de l'économie, mais ce qui ne s'arrête pas brutalement, c'est vraiment le cœur et l'esprit humain. Il y a une belle reprise sur l'économie. Nous avons vu le travail acharné que font aujourd'hui les chefs d'entreprise pour maintenir les gens en poste. Et je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son initiative afin de maintenir les postes. Je salue aussi son initiative en faveur de l'Union africaine. Sa Majesté aime l'Afrique, c'est un des premiers Africains, il aime l'Afrique et je sais qu'il donne et qu'il va donner encore plus. Donc, je suis obligé d'arrêter cette conversation pour ne pas atteindre les minuit, laisser Stéphane revenir à ses enfants, Madame Mouna, Madame Aïcha, Madame Farouma et Madame Rebecca, malheureusement, qui n'a pas pu nous suivre
faute de connexion et aussi problème de plateforme. Donc, je vous donne rendez-vous demain si tout va bien, avec un 5e panel et le dernier panel de ce bon Ramadan, le tourisme en Afrique, quelle perspective de relance. Cette fois avec une belle fourchette d'intervenants, d'abord du Sénégal, avec une femme qui se développe, qui est directrice générale d'un hôtel 5 étoiles, de Monsieur Amir Akerma, qui est un Algérien, directeur général de l'AOM Exploitation et gestionnaire de l'ensemble des établissements hôteliers du groupe AOM Invest en Algérie, de Monsieur Patenzi Tawara dans le domaine hôtelier, Monsieur Ismaël du Gabon, qui est administrateur au ministère du Tourisme au Gabon, Monsieur Gaël, qui est expert dans le domaine du développement et des ODD dans le Congo-Brazzaville, et en fin de compte, Monsieur Ndor, qui est DRH dans un hôtel 5 étoiles au Sénégal, et aussi membre, à l'instar de Madame Fatoura, il est membre de l'ASPRH, qui est l'association professionnelle des gestionnaires ressources humaines. L'African Network for Sustainable Development vous remercie pour votre implication et je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci, Yamine. Au revoir tout le monde. Au revoir.